Joachim Peiper était la personnification de l'idéal arien d'Adolf Hitler, un officier discipliné, charismatique et mortel à la tête des redoutées divisions Panzer. Reconnu pour son leadership sur le front de l'Est et pendant la bataille des Ardennes, il a joué un rôle de premier plan dans certaines des campagnes les plus brutales de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, Peiper a été capturé et jugé pour crimes de guerre, recevant une peine qui a été commuée après des années de prison. Cependant, le poids de son passé l'a hanté tout au long de sa vie. Rejeté en Allemagne, il a cherché refuge en France, où il a tenté de garder un profil bas tout en faisant face aux stigmates de ses actions. En 1976, des activistes antifascistes ont identifié son lieu de résidence à Traves, en France, et ont attaqué sa maison, l'incendiant pendant la nuit. Peiper, fidèle à ses principes jusqu'à la fin, a refusé la possibilité de retourner dans une Allemagne qu'il avait répudiée et a choisi de rester en exil, affrontant les conséquences de son passé. Joachim Peiper, l'emblème de la Leibstandarte. L'histoire de Joachim Peiper est marquée par la brutalité de ses actions et une fin remplie de vengeance et de rétribution. Comprendre ses origines, son parcours et son rôle dans la Seconde Guerre mondiale est crucial pour mieux comprendre sa fin tragique. Peiper est né le 30 janvier 1915 à Wilmersdorf, un district de Berlin dans l'Empire allemand. Sa famille avait une influence militaire, car son père, Woldemar Peiper, a servi comme officier dans l'armée impériale allemande, combattant dans la campagne de 1904 dans le sud-ouest africain allemand. Peu de temps après, il a contracté le paludisme et est tombé gravement malade. Cependant, en 1907, Woldemar a repris ses activités et a rejoint l'armée prussienne et plus tard les forces armées pendant la Première Guerre mondiale. Lors d'une importante excursion en Turquie ottomane, il a souffert de problèmes cardiaques chroniques dus à une infection antérieure de paludisme. Pendant la période entre les guerres, entre 1918 et 1939, Woldemar Peiper a rejoint la compagnie de soldats mercenaires au sein du Freikorps, une unité paramilitaire de volontaires allemands. Là, il a participé activement à la répression des révoltes polonaises en Silésie, qui ont eu lieu entre 1919 et 1921. Le père de Peiper souscrivait à des mythes antisémites, qui se référaient à des récits sensationnalistes, des inventions et des falsifications inventées pour diffamer les Juifs d'Allemagne et d'Europe en général. Joachim Peiper avait pour modèle un père qui commençait à s'aligner sur les idées nationales-socialistes. C'est pourquoi il a commencé son propre chemin et, en 1926, à l'âge de 11 ans, il est devenu scout et aspirait à être officier militaire. À 18 ans, il a rejoint les jeunesses hitlériennes avec son frère Horst. En 1933, il s'est porté volontaire pour la Schutzstaffel. Là, il a suivi les ordres de Gustav Lombard, un commandant nazi de haut rang, connu plus tard pour son efficacité dans l'assassinat de masse des Juifs en Union soviétique. Le 23 janvier 1934, Joachim Peiper a été promu SS-Man et un an plus tard, il est monté au rang de SS Truman lors des célèbres rassemblements de Nuremberg, également appelés Rallye de Nuremberg, une série d'actes de célébration coordonnés par le parti nazi. Là, Heinrich Himmler, l'un des architectes de l'Holocauste et un proche associé d'Adolf Hitler, a regardé favorablement la performance de Peiper en relation avec l'arianisme, qui se réfère au concept d'une race supérieure promue par le nazisme. Notre protagoniste a été incorporé à la SS en 1935 et a ensuite été envoyé à un cours de leadership militaire. Là, les opinions sur Peiper étaient mitigées. D'une part, il a reçu des critiques très favorables et approbatrices des instructeurs de la SS. Cependant, les psychologues militaires ont perçu un égocentrisme défavorable, ainsi qu'une attitude négative et une tentative d'impressionner le Reichsführer, Himmler. Dans leur rapport, les psychologues ont détaillé que Peiper avait de grandes chances de devenir un subordonné difficile, supérieur et arrogant. Ce que certains pourraient voir comme des défauts, d'autres pourraient les voir comme des vertus. Entre 1935 et 1936, il a été formé comme officier militaire à l'école SS Junker, dirigée par Paul Hauser, une figure vitale dans la formation des dirigeants nazis. Là, en plus des pratiques militaires, ils ont effectué des tâches de doctrination sur la vision du monde nazi basée sur l'antisémitisme. Après les récentes approches entre notre protagoniste et Himmler,
Ils ont finalement commencé à travailler ensemble en 1938. Peiper a été pris comme son assistant, tout en étant formé pour devenir un leader. Au sein de l'état-major personnel du Reichsführer SS, il a été supervisé par Karl Wolff, un haut fonctionnaire nazi. Peiper a travaillé dans l'antichambre du bureau central de la SS. En raison de sa performance, de son obéissance et de son efficacité, il est devenu l'assistant favori de Himmler et l'accompagnait fermement dans tous les actes officiels. Depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, avec l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, Peiper a assumé un rôle crucial. Il était un officier de liaison entre Himmler et Adolf Hitler. Plus de 2 semaines plus tard, il a accompagné son chef à l'exécution publique de 20 dirigeants sociaux polonais accusés de diriger la résistance partisane à l'occupation nazie. Peiper était l'un des responsables de la transmission du message nazi. En fait, il a enseigné les valeurs allemandes de l'époque à Ernst Schäfer, un membre scientifique de l'Ahnenerbe, une organisation pseudo-scientifique créée par Heinrich Himmler, qui se consacrait à promouvoir des doctrines raciales. Schäfer a voyagé au Tibet et a conduit une expédition à travers l'Asie où il a cherché à semer et à diffuser la culture nazie. Peiper a été vital dans sa formation sur les actions menées par la SS pour chasser et tuer les intellectuels polonais, arguant de la responsabilité exclusive du commandement à Adolf Hitler. Joachim Peiper a été directement impliqué dans l'annihilation de personnes non considérées comme aryennes. Le 13 décembre 1939, à Owinska en Pologne, il a observé de près l'assassinat de masse connu sous le nom d'Action T4, qui impliquait l'utilisation de grandes quantités de gaz toxiques dans un hôpital psychiatrique dont les patients souffraient de maladies mentales graves. Peiper lui-même a admis, lors d'interrogatoires d'après-guerre menés par l'armée des États-Unis, que l'action de gazage a été réalisée devant un cercle d'invités. Les fous ont été conduits dans une chambre préparée, dont la porte avait une fenêtre en plexiglas. Après avoir fermé la porte, on pouvait voir comment, au début, les fous continuaient à rire et à parler entre eux. Mais bientôt, ils se sont assis sur la paille, évidemment sous l'influence du gaz. Très vite, ils ne bougeaient plus. En 1940, Peiper était le fidèle assistant de Himmler lors de l'inspection des camps de concentration de l'Allemagne nazie, visitant entre autres ceux situés à Neuengamme, Sachsenhausen, Buchenwald et Flossenburg. Là, ils ont non seulement évalué l'état et le fonctionnement des camps, mais ont également analysé à la fois le confinement des populations juives et l'opération d'euthanasie involontaire des handicapés et des infirmes. En mai de la même année, Himmler et son assistant ont suivi de près la Waffen-SS pendant la bataille de France. Là, Peiper a été désigné comme chef de peloton dans le régiment motorisé de la Leibstandart SS Adolf Hitler, formé spécialement pour protéger le Führer. Après une intervention militaire courageuse de son peloton, lors de la capture d'une batterie d'artillerie française, Peiper a été décoré de la Croix de fer de 2e classe et, par conséquent, promu capitaine, également connu sous le nom de Hauptsturmführer. 1 mois plus tard, il a reçu la même décoration, mais dans la catégorie de 1re classe. Après avoir reçu une rémunération supplémentaire, Peiper est arrivé en Allemagne avec une voiture de sport française pour un usage personnel. En novembre, après une visite officielle à l'Espagne dictatoriale de Francisco Franco, Peiper a été promu premier assistant. En 1941, il a visité le ghetto de Lodz et dans ses notes, il a décrit ce qu'il considérait comme une image macabre. Nous avons vu comment la police juive du ghetto, qui portait des chapeaux sans bord et était armée de bâtons en bois, a fait un espace considérable pour nous. Bien que ses écrits dénoncèrent sa conscience de la criminalité des occupations nazies, les anecdotes supposées qui calomnièrent les Juifs visaient à diminuer le degré de complicité dans les crimes de guerre des forces allemandes. La même année, il a aidé à présenter le plan de Himmler, qui détaillait la méthode à utiliser pour l'assassinat de 30 millions de Slaves en Europe de l'Est. Peu de temps après, ils ont continué par Białystok, témoignant des avancées du dépeuplement civil réalisé par la police de l'ordre tant dans cette ville polonaise que dans le reste du pays. En plus de réaliser toutes ces activités, Peiper devait faire des rapports quotidiens du décompte des corps sous le Kommandostab. Pendant l'été de 1941, il a cessé sa collaboration avec Heinrich Himmler et en octobre, il a été réaffecté au régiment motorisé de la 1re division Panzer SS Leibstandart SS
Adolf Hitler dans sa lutte sur le front de l'Est. Ainsi, il a pris le commandement de la 11e compagnie et a combattu les forces soviétiques à Mariupol et Rostov-sur-le-Don. Un an plus tard, son bataillon a été transféré en France de Vichy pour récupération et reconditionnement. Peiper a été envoyé dans une division Panzer-Grenadier où il a été promu commandant du 3e bataillon. La carrière de Peiper a continué à suivre des chemins sur le champ de bataille. En janvier 1943, il est entré en action lors de la 3e bataille de Kharkov. Quelques mois plus tard, il a reçu la croix allemande en or et la croix de chevalier de la Croix de Fer pour ses réalisations dans cette ville. Là, son unité a été surnommée Bataillon Chalumeau, en raison des massacres rappelés de 2 villages soviétiques, Yefremovka et Semyonovka, dans lesquels les habitants ont été fusillés et brûlés par les hommes dirigés par Peiper. Notre protagoniste était à l'un des meilleurs moments de sa vie. Himmler l'a félicité lors d'une transmission radio en direct après l'une des décorations, tandis que la propagande nazie le décrivait comme un chef militaire exemplaire. Das Schwarze Korps, le journal officiel de la SS, a publié une note affirmant que ce que Peiper a fait à Kharkov a démontré sa valeur en tant que commandant et qu'il est toujours le maître des situations, à toutes les étapes. Il a également été décrit comme un leader né, plein du plus haut sens de la responsabilité pour la vie de chacun de ses hommes, mais qui était également capable d'être sévère, si nécessaire, pour accomplir une mission. De telles déclarations ont placé Peiper dans la position de héros de guerre allemand. Surfant sur la crête de la vague, Peiper a ordonné la mort de 24 hommes qui ont résisté à une tentative de massacre dans la ville italienne de Boves. Finalement, ils ont incendié la ville et tué des dizaines de partisans. Après son temps en Ukraine et sur le front de l'Ouest, en 1944, Peiper s'est présenté pour combattre à la bataille des Ardennes. Le 17 décembre, Peiper a avancé avec ses unités blindées et véhicules semi-chenillés pour affronter 30 véhicules américains au carrefour de Bonnier, près de Malmedy en Belgique. Après avoir surmonté le 285e bataillon d'observation d'artillerie de campagne, ils ont rassemblé les vaincus avec d'autres soldats capturés dans un pré. Après avoir attendu quelques heures, les hommes dirigés par Peiper ont ouvert le feu avec des mitrailleuses, tuant 84 soldats, dont les corps ont été laissés dans la neige gelée. Cependant, certaines troupes ont réussi à survivre pour ensuite servir de témoins. La division de Peiper s'est répandue dans la région et a profité pour continuer son massacre. En effet, dans des municipalités belges comme Bullingen, Ligneville, Stavelot, Cheneux, La Glaise et Stoumont, à Stavelot et Trois-Ponts, les hommes de Peiper ont violé et tué un grand nombre de civils belges. Au début de 1945, après plusieurs incursions de bataille, la Kampfgruppe Peiper a combattu dans l'opération Vent du Sud et l'opération Réveil du Printemps, la dernière action offensive de l'Allemagne dans la guerre. Bien que les hommes de Peiper aient rempli leurs fonctions et tué des milliers de soldats ennemis, le résultat a été défavorable, car ils ont subi un plus grand nombre de pertes par rapport à l'adversaire. Le 1er mai de la même année, Peiper a reçu la nouvelle qu'il n'avait jamais voulu entendre. Le Führer Adolf Hitler était mort. La guerre était finie et la défaite de l'Allemagne était un fait. Malgré l'ordre du haut commandement de se rendre, Joachim Peiper a refusé. Cependant, le 22 mai 1945, il a été détenu par l'armée des États-Unis. Les choses ont commencé à paraître sombres pour Peiper lorsque les enquêteurs sur les crimes de guerre ont initié une investigation médico-légale sur le massacre de Malmedy déjà mentionné, dans lequel notre protagoniste et ses hommes étaient impliqués. Peiper était l'un des nazis les plus recherchés par les États-Unis, en tête d'une liste de 4 millions de prisonniers de guerre. Malheureusement pour lui, le comité de justice lui a attribué la responsabilité et l'auteur du massacre. Peiper n'a pas tardé à assumer sa responsabilité de commandement pour les actions de ses troupes. Il n'a pas offert de résistance et a rapidement déclaré toute sa culpabilité. La défaite dans la guerre n'a pas changé les idéaux de Peiper, qui lors d'un interrogatoire a déclaré que tous les Juifs sont mauvais et tous les Polonais sont mauvais. Nous avons simplement nettoyé notre société et déplacé ces personnes dans des camps. Et vous les avez laissés libres. Plusieurs années plus tard, il a également fait une déclaration controversée. J'étais nazi et je le resterai. Le passage du temps n'affecte pas les idéaux de certaines personnes. Une autre de ses déclarations a indiqué son indignation face à la décision du gouvernement des États-Unis
de montrer son refus d'incorporer la Waffen-SS dans son armée pour s'opposer à l'Union soviétique. En décembre 1945, il a été transféré à la prison de Schwäbisch Hall et en avril de l'année suivante, il a vécu son propre calvaire personnel lorsqu'il a été envoyé au camp de concentration de Dachau. Là, pendant une période de 2 mois, s'est déroulé le procès du massacre de Malmedy, au cours duquel, bien que plus de 74 individus aient été jugés, tous les regards étaient tournés vers Peiper. Le 16 juillet 1946, le tribunal a déclaré Peiper coupable des crimes de guerre dont il était accusé et l'a condamné à la pendaison. Cependant, après plusieurs rebondissements judiciaires, Peiper n'a pas perdu la vie sous une peine de mort, mais a été condamné à la réclusion à perpétuité. À la fin des années 1950, il a finalement été libéré en liberté conditionnelle. Immédiatement, il a commencé à travailler pour l'entreprise automobile Porsche. En raison de son excellence au travail, il a été promu secrétaire. Ce mouvement a attiré l'attention du syndicat IG Metall, qui a présenté ses plaintes, car il peut être quelque peu tolérable d'employer des criminels de guerre, mais il n'est pas permis de leur offrir des promotions significatives. Ils ont non seulement demandé qu'il soit retiré de son poste, mais ont également menacé de lancer une campagne publicitaire contre la marque. Une fois retiré de son travail, le syndicat l'a averti qu'il serait expulsé de toutes les entreprises où il chercherait à travailler. Ainsi, quelque temps après, il a postulé pour le poste de promoteur de vente indépendant chez Volkswagen et a non seulement été choisi, mais aussi admiré par ses supérieurs. À la fin de 1968, Peiper, avec 2 de ses anciens officiers, a été accusé devant un tribunal allemand du meurtre présumé de civils italiens en 1943 dans la ville de Boves. Selon plusieurs parties du procès, l'unité nazie rôdait dans la région après que 2 de ses soldats ont été enlevés par des soldats italiens. En remarquant la situation, il a dirigé son bataillon pour sauver ses hommes. En arrivant, il a réparti des canons dans toute la ville et a tiré des munitions de 150 mm. Les soldats allemands ont été libérés, mais 34 Italiens ont été anéantis par la méthode de défense imposée par Peiper. Après 2 mois de débat, le tribunal a conclu le procès, arguant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour porter des accusations formelles. En 1970, Peiper a décidé de déménager avec sa femme en France, un pays qu'il a toujours apprécié. Bien que son identité soit rapidement inconnue, il a reçu un permis de séjour de 7 ans. Le couple s'est installé à Travès, une petite ville près de la Saône, avec seulement 280 habitants. Là, il croyait pouvoir rester en sécurité, sans risque d'être trouvé. En fait, son voisin le plus proche, le capitaine d'artillerie de la Leibstandart, Erwin Kettelut, vivait à moins de 250 mètres. Ses enfants étaient adultes et ne faisaient plus partie du même foyer. Heinrich Peiper travaillait comme avocat à Francfort. Elke, sa fille, était enseignante à Munich et la plus jeune fille, Silke, vivait à Hambourg. En juin 1976, peu avant l'expiration de son permis de séjour, Peiper a été détecté par ses voisins. La ville a été couverte de tracts disant « Peuple de Trave, un criminel de guerre, SS Peiper est parmi nous ». Dans le même texte, ils exigeaient son expulsion de France, un pays qui avait beaucoup souffert des attaques déchaînées impulsées par l'Allemagne nazie. L'Humanité, le célèbre journal français de l'époque, a publié un article dénonçant la présence de Peiper et demandant son exil. Il n'a fallu que quelques jours pour que le reste des journaux locaux et internationaux unissent leurs voix contre l'officier nazi. Les murs des rues et des routes ont été peints de croix gammées, de runes SS et du nom Joachim Peiper. Notre protagoniste était vraiment contrarié par ce qui s'était passé. Alors, il est allé à la police française de la ville de Vesoul, qui a accepté de lui fournir un garde pour une journée. De son côté, l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest à Paris n'a offert aucune solution, mais lui a conseillé de quitter le pays. Le 13 juillet, Peiper a reçu des lettres et des appels téléphoniques menaçant d'incendier sa maison et ses chiens. L'épouse de l'officier nazi a fui, et le même jour, notre protagoniste a écrit des lettres à plusieurs anciens membres de la SS demandant de l'aide. Dans ses écrits, il assurait qu'il n'avait pas peur car les menaces semblaient venir de personnes lâches, mais il avait encore un revolver Colt 38 et un fusil 22, au cas où il aurait besoin de se défendre. Kettelhut, son voisin, lui a prêté un fusil Remington calibre 12
et a également surveillé la zone depuis son balcon au moulin avec 2 fusils chargés. Il était 11h30 du soir lorsque Kettlehut a constaté qu'il n'y avait pas de danger. Alors il a pris un léger somnifère et est allé se reposer. Un peu plus d'1 heure plus tard, le son de la sirène de la ville l'a réveillé de son sommeil. Lorsqu'il est sorti sur le balcon, il a été surpris de voir la maison de Paper en flammes. Les pompiers locaux se sont approchés de la maison au début du 14 juillet, mais ont découvert que la pompe ne fonctionnait pas. Bien que la police les ait interrogés un par un, ils ont découvert plus tard qu'elle était vraiment défectueuse et qu'il n'y avait aucune trace de sabotage. Après de longues heures de travail, et avec le feu éteint, les commissaires ont découvert un corps gravement brûlé dans le bureau. Ils ont été absolument surpris car, en raison de la chaleur intense générée par le feu, le corps avait rétréci à une longueur de 60 cm, rendant difficile la reconnaissance en tant qu'être humain. Kettlehut a observé le corps et son état de surprise était vraiment préoccupant. « C'est lui, mais il est miniaturisé », a-t-il avoué. Sous son corps, la police a trouvé un fusil calibre 22 et un revolver Colt calibre 38 avec 5 cartouches tirées dans le cylindre. Sur la terrasse, ils ont aperçu 3 cartouches de fusil utilisées à côté du Remington, calibre 12 ouvert, vide et avec une forte odeur de poudre. En visitant le jardin, ils ont découvert des marques de balles près d'un chêne. Les 2 chiens de Paper ont été blessés et il y avait 4 balles de 6,35 mm dans le chenil qui était peint de sang. 2 experts en incendie criminel ont déterminé que le feu avait commencé à l'arrière et s'était rapidement propagé en raison des planchers et des plafonds en bois. Ils ont également remarqué que la clôture en fil de fer séparant le jardin du pré avait été coupée avec des pinces. Cependant, ils n'ont trouvé aucune preuve que Paper avait été directement assassiné par balles ou coups. Selon la reconstitution des experts, Paper a tiré avec son fusil pour éloigner ses attaquants, puis est retourné dans la maison pour sauver des documents personnels importants et des vêtements de sa femme. Après avoir jeté ses effets par la fenêtre de la chambre et la porte du bureau, il a continué sa défense mais a fini par être vaincu par la fumée de l'incendie et est mort. L'épouse de Paper a demandé que son mari soit enterré en Allemagne, mais une autopsie devait d'abord être réalisée. Étonnamment, lorsque le corps est arrivé de France, il était sans tête, qui est apparu plus tard, mais en morceaux. La seule dent qui restait dans sa bouche était cassée. Le 14 juillet 1976, un jour après la mort de Paper, une déclaration d'un groupe inconnu se faisant appeler les Vengeurs a été publiée dans The Times de Londres. Les Vengeurs tuent un colonel SS en France. 3 jours plus tard, un autre grand journal britannique a rapporté « Ce week-end, des voitures pleines de touristes se sont rassemblées dans le petit village de Travs pour jeter un coup d'œil à la maison brûlée de Joachim Paper, l'ancien colonel SS qui pourrait ne pas être mort. À ce jour, des mystères entourent sa mort et personne ne peut prouver définitivement que Joachim Paper était la personne trouvée dans l'incendie de Travès. » Werner Wolf. L'histoire de Joachim Paper serait incomplète sans mentionner son bras droit, la personne qui l'a accompagné dans toutes les batailles et événements importants. Nous parlons de Werner Wolf, né le 28 novembre 1922 à Memel, en Prusse orientale. En 1940, à seulement 18 ans, il rejoint les forces armées allemandes et entre immédiatement dans la division Panzer. Il gravit rapidement les échelons et gagne la confiance de ses supérieurs. Il possédait une immense bravoure et une personnalité impeccable, ce qui le faisait paraître un leader consolidé malgré son jeune âge. Outre ses vertus offensives, il s'est distingué notablement dans la destruction de mortiers, mitrailleuses et fusils menaçant ses camarades. Il avait une incroyable capacité à neutraliser les menaces critiques et à collaborer pour la victoire. En février 1943, il a participé à la 3e bataille de Kharkov, où il s'est distingué dans la manipulation d'une arme autopropulsée. Il a rapidement détruit 11 canons ennemis, gagnant la croix de chevalier. Un autre moment mémorable a été lorsqu'il a détruit 2 chars T-34 avec son arme. Ses supérieurs, dont Joachim Paper, étaient émerveillés par ses actions, mais pas par son potentiel, car ils connaissaient déjà ses capacités. Wolf a brillé lors de la bataille de Prokhorovka en juillet 1943. Là, lors d'une attaque soviétique, il a dirigé la défense et s'est chargé de réorganiser ses hommes sous le feu ennemi. Pendant ce temps,
Il a détruit un char T-34 et tué le commandant ennemi dans un combat corps à corps. Quelques mois plus tard, il a été blessé à la cuisse lors d'un combat. Après avoir analysé l'état de la blessure, les médecins ont déterminé qu'il n'avait pas d'autre choix que d'amputer sa jambe. Wolf est entré dans un état de choc et de colère, ce qui l'a déséquilibré. Lorsque l'ordre médical pour l'opération est arrivé, Wolf a dégainé son pistolet et a menacé les médecins. En criant, il a averti qu'il n'était pas disposé à perdre sa jambe. Dans sa rage, il n'a pas hésité à tirer un coup de feu au sol. Les médecins ont compris l'avertissement, ont déposé le scalpel et l'ont laissé partir. Finalement, Wolf s'est remis avec succès de la blessure. Un autre événement marquant dans la vie de Wolf a eu lieu lors de la bataille de Koursk. Là, il a offert une résistance féroce contre l'armée soviétique. Lorsque l'attaque ennemie menaçait de le dominer, lui et son équipe ont pris des mesures avec leurs armes qui l'ont ramené dans la lutte. Il a stratégiquement déployé des équipes de combat anti-chars à proximité. Et grâce à sa réaction rapide, il a évité le chaos et aidé ses camarades à reprendre leurs activités après plusieurs jours de turbulence. En fait, il a découvert que ses armes autopropulsées prenaient feu, prêtes à exploser. À la surprise de certains, il a réussi à les sauver et à les maintenir intacts. Toute la division a été émerveillée d'apprendre qu'il avait détruit un char T-34 dans un combat corps à corps. Lorsque le commandant a émergé de la machine de guerre, Wolf a pris une dague et lui a ôté la vie. Après la fin de la bataille, il a été envoyé en Italie avec sa division. En avril 1944, à seulement 21 ans, il a rejoint Joachim Peiper et a pris le commandement de la 7e compagnie du régiment Panzer SS dans la ville de Gand, en Belgique. Plus tard, ils ont été appelés à défendre le Troisième Reich en Normandie. Le haut commandement allemand a souligné son intervention dans la défense de Tilly, le mettant en avant comme un exemple d'excellence militaire. En 1944, en Belgique, il a épousé Helga. Peu de temps après, il est retourné au régiment Panzer pour commander une compagnie militaire. En mars 1945, il a participé à la dernière opération offensive connue sous le nom d'Opération Réveil du Printemps. Là, sa nation cherchait à protéger les derniers champs de pétrole de la région du lac Balaton. Après de combats intenses et avoir enduré l'assaut ennemi, Wolf a vu son char gravement endommagé et, quelques secondes plus tard, a ressenti une grave blessure à la tête qui l'a laissé inconscient. Le 19 mars 1945, il a été emmené à l'hôpital et le même jour il est mort, 9 mois après s'être marié et 2 mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ainsi, nous arrivons à la fin de l'histoire. Tel a été le destin de Joachim Peiper et de Werner Wolf pendant la Seconde Guerre mondiale. Faites-nous savoir dans les commentaires quel fait sur Peiper ou Wolf vous a le plus surpris. N'oubliez pas de vous abonner pour rester à jour sur tout le contenu de notre chaîne. À la prochaine.